Alors juste une petite précision, la vidéo la que vous vidéo n'avez que vous pas pu n'avez voir pas parce pu que vous voir êtes parce parti que vous prendre êtes un parti café, prendre et c'est un normal, café, moi c'est aussi je suis normal, parti moi prendre un aussi je suis café. parti prendre un café. Vous pourrez la retrouver demain sur ticpharma.com, c'est ticpharma.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi vous êtes là? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, et donc vous aurez le droit à l'expertise de Jean-François Gobelin qui est parmi nous ce matin. Bon, Céline, on peut reprendre le live. Ok, alors normalement on est de retour. Merci pour ceux qui sont encore avec nous derrière leurs écrans, et pour ceux qui sont avec nous dans la salle. Donc je précise juste pour ceux qui sont derrière leurs écrans que si vous n'avez pas pu regarder la vidéo qui était là à la pause, vous l'aurez demain sur ticpharma.com. C'est gratuit, abonnez-vous, vous apprendrez beaucoup de choses. Donc on va passer à notre deuxième table ronde de la matinée. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans la salle avec le micro, ou en ligne. Vous cliquez sur vos commentaires ou questions, puis ajoutez vos commentaires. Les intervenants pourront y répondre à la fin. Ils apparaîtront sur le petit écran qui est en bas devant nous. Donc on a vu pendant la première partie de la matinée que IMSS, c'est beaucoup d'innovations américaines, mais il y a aussi beaucoup d'innovations européennes et françaises qui sont faites chez nous et ou qui arrivent chez nous. Je ne vous apprends rien en vous disant que la France veut être un pays leader du numérique en santé, qu'on a en France une stratégie d'accélération santé numérique avec plusieurs ministères. Donc on a une vraie intention, ça on ne peut pas le nier. Et le but de la table ronde maintenant, c'est de voir concrètement comment ça se passe. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'ordre à ma gauche Laurent Van de Broek. Vous êtes le CEO, directeur général de Chronolife, une start-up française qui fait des DM connectés, donc qui sont des wearables, c'est des t-shirts connectés qu'on peut porter. C'est ça, Laurent, vous me corrigez. Voilà. Juliette Houry, qui est directrice du pôle accompagnement de l'Agence de l'innovation en santé, l'AIS, et Antoine Greux, qui est responsable innovation de Medtronic. Merci à tous les trois d'être là. Pour commencer en préambule, Juliette, je vais vous demander de nous présenter brièvement l'Agence de l'innovation en santé, et en particulier le pôle accompagnement dont vous êtes la directrice. Merci beaucoup Léo, bonjour à toutes et à tous. Donc l'Agence de l'innovation en santé, c'est une toute jeune agence dont la mission et vraiment la boussole principale, c'est d'accélérer l'accès entre le système de santé et les innovations au bénéfice des patients, au bénéfice du système de santé, au bénéfice du personnel soignant. C'est une création du pôle innovation santé France 2030, dont notre objectif était de renforcer la filière santé en France, de faciliter le développement, l'évaluation, l'accès et la production des innovations, et de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France en matière de santé. On est une agence qui est interministérielle, rattachée au secrétariat général pour l'investissement, donc à la Première ministre, donc à équidistance des trois grands enjeux, trois grands ministères qui traitent de ces enjeux de santé qui nous intéressent aujourd'hui, la santé évidemment, l'industrie et la recherche. Et donc l'agence a une vocation à coordonner et à animer tous les travaux interministériels en lien avec l'innovation en santé, et en lien évidemment avec tous ses partenaires dans cet écosystème, de la DNS à la HAS, la NSM. On est très heureux d'être hébergé à Paris Santé Campus également, et donc on est au cœur de cet écosystème et très preneur des interactions avec vous et avec l'ensemble de ses partenaires. L'agence est organisée en plusieurs pôles. Un pôle prospectif qui scanne l'horizon des Français et qui anticipe les innovations et leur arrivée pour aider le système de santé à s'y préparer, qui joue aussi un rôle d'animation entre les différentes parties prenantes en charge de la recherche en France, et pour animer, coordonner et impulser un certain nombre d'initiatives dans cet écosystème, et qui étudie également les besoins médicaux nucléaires pour essayer de stimuler l'innovation et la recherche dans ces matières. Un pôle financement qui reprend le métier historique du secrétariat général pour l'investissement, d'investissement dans l'innovation et dans les entreprises en France dans la filière santé, avec le plan France 2030, c'est 7 milliards à l'heure qui seront déployés sur cet écosystème et dans ces projets, au travers de 4 stratégies: une stratégie de biothérapie de reproduction, une stratégie de maladies infectieuses émergentes AMS et ARC, nucléaire, radiologique, biologie et chimique, une stratégie santé numérique,
que vous connaissez bien avec la DNS parmi nous, et un plan sur les dispositifs médicaux innovants, qui est le quatrième axe de ces dépenses. Un pôle accélération et transformation qui a pour mission d'intervenir et d'aider les transformations sur les difficultés, les freins et les leviers systémiques pour faciliter encore une fois ce chemin entre l'innovation et le système de santé. Donc qui a commencé des travaux sur le marché public, on en parlera tout à l'heure, des travaux sur les nouvelles méthodologies d'essais cliniques et l'inclusion patient, ou encore des travaux sur la valorisation pour encore une fois faciliter à travailler sur le fond et sur les aspects vraiment systémiques et structurels de transformation du paysage. Et un pôle international européen qui va s'occuper des questions réglementaires, toujours liées à la Convention de santé au niveau européen, qui on sait un ensemble de plus en plus important. Et ce pôle d'accompagnement que j'ai le plaisir de diriger également un peu vous connaissez sans doute, qui met en place un système dispositif d'accompagnement. On a vu le plus complémentaire possible le moins doublement par rapport au nombre de dispositifs locaux et leurs partenaires qui font déjà aussi de l'accompagnement d'entreprise dans leurs compétences. Pour cela, on a conçu 3 grands programmes d'accompagnement. Un premier programme qui est un programme d'accès prioritaire en fast track pour aider les innovations à accéder le plus vite possible au marché, évidemment dans le respect de toutes les exigences d'évaluation réglementaire, mais en développant des partenariats avec les autorités en charge, pour s'accélérer, évidemment sans préjuger des résultats, mais faciliter ce dialogue. Un programme d'accompagnement qui est passage à l'échelle pour les innovations cette fois-ci qui sont déjà disponibles, qui ont déjà fait leur preuve sur le marché, mais qu'on voudrait réussir à accélérer dans leur déploiement, dans le marché plus facile à prendre, à travailler notamment sur la demande, sur les usagers, sur cette diffusion-là pour accélérer les choses, pour les projets en France se déploient rapidement et qui sont surtout plus internationaux que les gens qui ont parlé aujourd'hui. Et un programme hors cadre pour les innovations qui sont quelque part tellement innovantes que le terrain actuel ne peut pas les accueillir en l'état. Et là, on lance, en lien avec le plan de transformation dont on a parlé, des travaux de fond pour permettre au cadre juridique, au cadre financier, on a parlé de prévention de la difficulté de financer ce type d'innovation, au cadre culturel et organisationnel aussi, d'absorber ces innovations, encore une fois, au bénéfice du système de santé, des patients et des soignants. On essaye aussi de mettre en place une stratégie d'animation territoriale au sein de ce pôle, donc totalement à la charge, pour avoir la meilleure vision possible sur tout le territoire des porteurs de projets innovants, des usagers potentiels de ces innovations, et aussi à faire de la mise en relation et avoir une connaissance réellement fine de tout le potentiel du territoire. On sait qu'il est fort sur ce secteur de l'innovation en santé. Pour pas être trop long, on est très heureux de commencer cet accompagnement sur les entreprises de l'ordre du L20, en partenariat très étroit et constructif avec la Convention French Tech. On va chacun notre pierre à cet accompagnement et au succès des entreprises sélectionnées. On accompagnera aussi les entreprises lauréates du programme French Tech 2030 qui a lancé il y a quelques jours. On en profite pour inciter les entreprises qui tombent dans ce Merci Juliette. Donc beaucoup de choses sur la table pour l'AIS, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors je vais me tourner vers Laurent maintenant, donc, DG de Chronolife. J'aimerais que vous nous donniez votre sentiment sur l'évolution de l'écosystème d'innovation et du numérique en santé en France, que ce soit avant, après la Startup Nation, pour reprendre l'expression consacrée, et ou avant, après la crise Covid, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui marche mieux
Ouais, vaste sujet. Merci pour la question. Alors, peut-être juste un mot sur Chronolife parce que ça va expliquer mon discours. Chronolife est une société qui existe depuis 6 ans, qui est une medtech, mais aussi un opérateur de service, surtout un opérateur de service dans la santé, qui travaille énormément d'ailleurs sur l'interopérabilité, on en parlait tout à l'heure, qui a une mission unique, c'est d'assurer le suivi en continu, multiparamétrique, en mode de vie réelle, des patients ou des personnes à risque en mode de vie réelle où qu'ils se trouvent, quelle que soit son activité. C'est vrai que pour ça, Léo le précisait, on a des wearables, donc on a une medtech qui a décidé de faire tout ça sur la base de textiles intelligents. Et ces 6 dernières années, on est passé à travers différents événements, dont la certification santé, la première certification santé de la première version de notre équipement médical sous forme de t-shirt connecté, entièrement lavable en machine. Et donc, on a pu constater en effet ces 6 dernières années, les choses évoluaient énormément, dans le sens où on est passé vraiment, tu l'as dit, d'une startup nation avec énormément d'innovation. Et Maxime en parlait tout à l'heure, je crois que c'est un point très important, mais avec une rationalisation ces dernières années, ces 2 à 3 dernières années, une rationalisation de ce marché, avec la nécessité d'intégrer ces innovations dans une chose essentielle, qui est le parcours patient. Toutes ces innovations doivent chercher un objectif double, c'est celui dans lequel nous on essaye de se placer, c'est améliorer la qualité de vie du patient, améliorer l'observance du patient au protocole, c'est tout particulier et c'est tout à fait vrai dans la télésurveillance. Nous, on fait le pari que la télésurveillance réussira le jour où le patient oublie qu'il est télésuivi. Et un deuxième objectif qui est clé, c'est de donner aux professionnels de santé des outils simples d'utilisation qui ne les surchargent pas dans le travail, mais qui au contraire leur facilitent leur quotidien, en se concentrant uniquement sur les patients qui ont besoin de soins, qui ont besoin de suivi, qu'on ait besoin de les faire revenir à l'hôpital ou qu'on ait besoin de changer à distance leur traitement. Et donc, on sent que l'écosystème évolue ces 2 dernières années dans ce sens-là, c'est-à-dire une prise de conscience qu'il faut se concentrer sur ces aspects-là. Et la première table ronde, on a parlé rapidement, mais je crois que c'est un point essentiel, c'est qu'un acteur ne fera pas tout seul. C'est-à-dire l'approche où on se dit je suis un acteur majeur, donc je vais offrir une offre totalement intégrée verticalement, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement cet objectif d'interopérabilité sur les équipements médicaux, sur les systèmes informatiques, sur les systèmes hospitaliers, etc. Et que donc tout faire tout seul, ce n'est pas possible. Donc l'écosystème est en train d'évoluer fortement avec des partenariats stratégiques entre acteurs complémentaires pour pouvoir offrir et opérer une offre de bout en bout et totalement intégrée. Et ça, ces derniers événements sont vraiment, je crois, on le sent tous les jours. Nous, on opère actuellement en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais plus récemment au Moyen-Orient. Et quelle que soit la zone géographique, il y a cette approche stratégique de dire montons des offres totalement intégrées, opérables de bout en bout, au service du patient, au service du professionnel de santé. C'est un point majeur et une évolution majeure de l'écosystème ces 2 dernières années. Alors évidemment, il y a une révolution, on en a parlé, c'est le Covid. Et ça, c'est un point également important, mais pour moi, c'est un excellent accélérateur. C'est-à-dire que moi, étant un acteur de la télésurveillance, avant le Covid, les hôpitaux me disaient « Mais Laurent, pourquoi voudrais-tu qu'on utilise un service de télésurveillance puisque de toute manière, on est payé à l'utilisation du lit ?» Je n'ai plus ce discours-là aujourd'hui, c'est fini. Donc ça, c'est une évolution qui impacte énormément également l'écosystème et l'adoption de solutions innovantes, intégrées dans un parcours patient cohérent au bénéfice du patient. Merci Laurent pour cette mise en perspective. Alors Antoine, on l'a entendu plusieurs fois déjà, personne ne peut tout faire tout seul. Vous qui êtes responsable innovation d'un industriel historique du DM, Medtronic, quel est votre regard sur ce discours qu'on entend et comment vous le mettez en pratique ? Très bien, merci avant tout pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc Medtronic, je ne vais pas m'attarder non plus sur la présentation de l'entreprise, mais on est l'un des leaders des technologies médicales et puis on commercialise à la fois des pompes à insuline, des robots chirurgicaux, donc des dispositifs médicaux implantables et des équipements.
L'innovation fait partie de notre ADN, mais on a une approche de l'innovation intégrée également. C'est-à-dire qu'on considère l'innovation à la fois sur le plan technique, technologique, organisationnel et économique. Donc sur le plan technique, technologique, donc on a des centres de recherche et développement, des ingénieurs qui travaillent sur nos produits pour intégrer de la data, de l'intelligence artificielle, mais on travaille aussi de manière collaborative avec l'écosystème et notamment avec les startups pour intégrer des solutions numériques, des innovations technologiques en lien avec nos dispositifs médicaux, cœur de produit, pour en améliorer notamment l'usage, s'intégrer dans un parcours de soins, puisque le dispositif médical intervient à un moment particulier du parcours de soins, qui est le plateau technique, l'intervention chirurgicale, et c'est crucial de prendre en considération l'amont, l'aval, si on veut aussi maximiser le potentiel, l'efficacité ou le résultat chirurgical. Donc on a créé un accélérateur, un start-up, qui a vraiment vocation à se concentrer sur le scale-up. Donc on n'est plus sur la start-up nation, mais le scale-up nation. Et notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner les start-up du territoire à aller chercher des contrats, du revenu, à signer des accords commerciaux et à les développer à l'international. Donc ça, c'est un moyen. On a plusieurs exemples et réussites. Par exemple, Maëla, le fait d'être en collaboration étroite avec Medtronic a aussi aidé dans sa levée de fonds récente et on commercialise la solution en Australie, au Moyen-Orient, au Canada, aux États-Unis. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sur l'approche organisationnelle, je reviens encore sur ce concept d'innovation intégrée. Chez Medtronic, on a un département spécialisé qui s'appelle IHS. Donc, c'est le département services et solutions. On a des chefs de projet, des consultants, des data scientists, donc une vingtaine en France et près de 400 au niveau européen. Et donc on accompagne les établissements de santé dans leurs projets de transformation. Et donc là, l'idée, c'est de les aider à intégrer une technologie innovante dans un parcours de soins et dans une pratique chirurgicale ou dans le quotidien des professionnels de santé. Et le dernier point sur le modèle économique, puisque les innovations technologiques, donc on en a tous les jours des nouvelles. La vraie question, c'est leur capacité d'accès, notamment dans les établissements de santé, dans les organisations. Et là, on travaille notamment sur des solutions globales, directement avec les établissements de santé. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur l'achat innovant, ce qu'on appelle le Value-Based Healthcare Procurement, qui permet à un établissement de santé non pas d'acheter par lot un équipement, d'acheter, imaginons un dispositif médical ou une plateforme de télésurveillance ou une plateforme de télésuivi, mais d'avoir un projet, une solution globale, en fait, un achat global qui se base sur un projet médical, un projet de service. Ensuite, on identifie les moyens et on se fixe des objectifs. Donc on est vraiment dans une nouvelle démarche d'achat innovant qui permet d'avoir de nouveaux leviers ou de nouvelles clés pour le financement de l'innovation et d'intégrer ces innovations, notamment numériques, ces innovations en santé de manière plus générale dans la pratique soignante et médicale. Merci Antoine. Alors, on va rentrer tout de suite sur un point dur de l'innovation qui revient souvent dans le discours des acteurs, qui soient jeunes, start-up ou historiques, qui est la réglementation, qui est à la fois complexe et on va dire onéreuse à surmonter. Donc, sur ce sujet réglementaire, Laurent, j'aimerais avoir votre point de vue et ensuite je demanderai à Juliette de nous dire comment l'AIS travaille sur ce sujet. Alors c'est vrai que les aspects réglementaires sont quand même essentiels dans le développement et la croissance d'une start-up qui arrive sur un marché. Et pour Chronolife d'ailleurs c'est assez intéressant et assez symptomatique on va dire, puisqu'il y a 2 ans et demi, on a fait certifier santé la première version de notre t-shirt connecté pour le suivi de patients en insuffisance cardiaque et en insuffisance respiratoire. On l'a fait dans le cadre de la MDD, enfin de l'ancienne directive réglementation santé, qui était quand même, on va dire, un peu plus souple que la nouvelle réglementation MDR, qui est en vigueur depuis peu.
Et ce qu'on constate, on est en train de faire certifier la version 2 de notre t-shirt connecté dans le cadre de la MDR, de la nouvelle directive, de la nouvelle réglementation. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus, on va dire, pas difficile, mais avec des contraintes par exemple, d'études cliniques qui seront, tu l'as dit, onéreuses, des contraintes très onéreuses et également longues dans la procédure. Et non seulement le process est long et onéreux, mais aussi on a une espèce de goulot d'étranglement des demandes des medtech auprès des organismes de certification, ce qui fait que pour obtenir sa place et pour obtenir la disponibilité de ces organismes de certification pour être certifiés, c'est déjà pas facile, et quand on les a, il faut aller extrêmement vite sous le risque qu'ils referment le dossier et passent à un autre acteur vu le nombre de demandes. Donc là, à ce niveau-là, je crois qu'il y a vraiment au niveau des États, au niveau des aides, des choses à mettre en place. Juliette en parlait tout à l'heure en termes d'accélération. Je crois qu'il faudrait déjà qu'on crée d'autres organismes de certification. Il faut qu'on aide à la certification de nouveaux organismes qui puissent accélérer ce processus, parce qu'il n'y a pas seulement le processus de certification des équipements médicaux qui est long et onéreux, mais une fois que vous êtes certifié CE, marqué CE en Europe, que ce soit un marquage 2, 2A, 3, après vous passez à la phase remboursement. Et là, nouveau challenge, nouveau défi. Le process de remboursement est également très long, et c'est pas franco-français, je veux dire c'est partout, nous on lance partout en Europe en ce moment. Et ce qu'on s'aperçoit, alors on parlait tout à l'heure, la table ronde précédente parlait des efforts au niveau européen sur l'interopérabilité, etc. Je crois qu'il y a aussi un effort à faire pour harmoniser les systèmes de santé, enfin une meilleure collaboration au niveau des systèmes des procédures pour les systèmes d'enregistrement des équipements une fois qu'ils sont certifiés santé, et aussi des systèmes de remboursement. Autrement, c'est extrêmement long et vous n'avez pas une start-up n'atteint pas un marché avec un système d'économie d'échelle qui nous permet vous en parliez tout à l'heure, de scale-up, donc d'accélération commerciale sur le marché. Et c'est très difficile si à chaque fois, sur chaque pays, il faut faire tout son système d'enregistrement et puis faire des études médico-économiques dans chaque pays pour obtenir le remboursement. C'est quand même extrêmement long et onéreux, et pour une start-up, le temps, c'est de l'argent. Alors, Juliette, donc la réglementation, évidemment, c'est un sujet qui est sur le radar de l'AIS. Oui, tout à fait. En particulier sur le sujet des organismes notifiés, c'est malheureusement un problème sur le non-engagement. C'est un sujet qu'on a bien en tête. Les entreprises du secteur du dispositif médical qu'on rencontre, nous le voyons tous aujourd'hui. Donc il y a un remède structurel sur lequel on essaie de travailler avec des financements pour effectivement avoir la création de nouveaux organismes notifiés. Il y a malheureusement aujourd'hui une pénurie de demandeurs, de ressources humaines pour traiter l'afflux de dossiers qui est consécutif à l'arrivée de la réglementation européenne. Évidemment, les organismes notifiés qui seront créés grâce à ces financements, à l'impact de ces financements, ne verront pas le jour actuellement. Donc, c'est pas une solution pour les difficultés des entreprises rencontrent aujourd'hui. On est en contact avec les organismes notifiés pour essayer de travailler sur des solutions, pour essayer de soulager cet engagement. C'est pas simple, le cadre européen est ce qu'il est et génère les difficultés que vous avez citées. Plus généralement sur la réglementation, là, en fonction des filières et des enjeux, l'AIS essaie effectivement de se saisir des difficultés systémiques. Évidemment, il y a une part de réglementation qui est légitime, c'est un secteur qui a besoin de sa sûreté et de la sécurité pour les patients, mais en étant à l'écoute des entreprises, à l'écoute du système de santé de façon générale, on essaie de travailler sur les améliorations qui peuvent être apportées sur les différents sujets. Antoine, peut-être une réaction sur ce sujet? Juste une réaction rapide sur le sujet de la réglementation. Une lueur d'espoir aussi, puisque actuellement il y a deux procédures innovantes qui sont lancées au niveau gouvernemental, que sont la prise en charge transitoire et notamment le PECAN, qui a été annoncé récemment pour les dispositifs de santé numérique. Cette prise en charge accélérée des DME numériques. Voilà, oui. Et en effet sur la prise en charge, que j'appelle transitoire, je connais pas bien la terminologie, mais Medtronic est dedans, aux côtés de 3 entreprises.
Donc ça permet en effet de pouvoir positionner un produit plus rapidement sur le marché. Donc ça part d'une bonne intention et ça répond à un besoin marché, ça permet de créer de l'agilité et d'avoir un fast track. Ce qui serait intéressant maintenant, après quelques mois d'expérimentation, c'est de faire un petit retour d'expérience, puisque nous, on a identifié des opportunités pour améliorer la procédure et donc l'inscrire dans le mode opératoire de cette procédure. Mais je pense qu'il est à noter vraiment que le gouvernement fait preuve d'agilité et commence à se doter d'outils, comme a pu le faire notamment l'Allemagne récemment avec le DIGA. Donc, on voit qu'on a des idées, hein, pour reprendre une phrase que vous connaissez tous. On a des startups, on a un État qui essaye de les aider. J'aimerais qu'on parle d'un sujet que vous avez abordé au début, qui est donc le scale-up, le passage à l'échelle. C'est un point qu'en fait tous les trois vous avez abordé spontanément avec moi dans la présentation de cette table ronde, dans la préparation, pardon, qui est donc j'ai une idée, je monte une start-up, je n'ai pas trop de difficultés à me faire essayer ma solution avec des carrés d'expérimentation, des médecins qui sont prêts à essayer, etc. Mais le moment où ça coince, souvent, c'est le passage à l'échelle, le déploiement industriel. Donc peut-être, Laurent, sur ce sujet, votre retour d'expérience en tant que jeune société. C'est sûr qu'on est en plein dans le sujet, dans le sens où on a quitté chez Chronolife, on a quitté notre phase de R&D, notre phase de seeding, d'amorçage. Notre phase d'amorçage il y a 1 an et demi, pour passer en phase de production industrielle et commerciale. Et donc on a rencontré cette difficulté, et je crois que c'est assez caractéristique du système français pour en parler à d'autres startups également. C'est-à-dire qu'en France, on a un système d'aide aux startups dans leur phase d'amorçage qui est, je crois, très bien structuré, très bien organisé, avec des fonds disponibles, soit auprès de la BPI, soit auprès d'aides régionales, d'aides nationales, etc. Il y a beaucoup de choses en place. Et dès qu'on doit passer à l'échelle commerciale et industrielle, trouver les fonds qu'on appelle growth, donc les fonds de développement, les fonds dilutifs, qui sont vraiment les fonds nécessaires en France pour passer à cette échelle globale de déploiement de l'offre dans différentes régions, Europe, US et ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas énormément de fonds structurés là-dessus ou prêts à accompagner ces phases growth, sauf à aller, malheureusement ou heureusement, chacun son avis là-dessus, à aller sur des fonds anglo-saxons, des fonds asiatiques ou de plus en plus des fonds moyen-orientaux. On ne va pas parler plus précisément de la péninsule arabe. Et je crois que c'est un peu regrettable parce qu'on voit en fait pas mal de sociétés au moment où elles commencent à déployer commercialement, donc à pouvoir démontrer leurs bénéfices et avoir un retour sur investissement important, à pas changer de main, mais tout au moins avoir des investisseurs qui ne sont pas les investisseurs d'origine ou les actionnaires d'origine qui ont vraiment supporté la phase d'amorçage de la société. Pourtant, on a un chiffre, en 2002, 1,79 milliard d'euros levés par des entreprises uniquement de la santé numérique en France. C'est une étude de Carista qui est un fonds qui est actif dans ces sujets-là. Alors 1,79 milliard d'euros, dont un demi-milliard pour Doctolib. Donc si je mets Doctolib de côté, j'ai quand même 1,9 milliard d'euros levés par des sociétés de la santé numérique en France, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ma question, peut-être avant de passer la parole à l'AIS, c'est où est-ce que ça coince? Peut-être Antoine sur ce sujet. Oui, alors c'est un avis ou un constat du fait de l'expérience qu'on peut avoir dans l'accompagnement des startups et qui peut être aussi le prochain titre de l'article APM, donc de l'appel à projet à l'appel d'offres. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, les startups bénéficient beaucoup d'appels à projet, donc, notamment sur l'amorçage. Je pense qu'aujourd'hui, elles auraient besoin plus de contrats, de générer notamment des revenus, et ça peut être par le biais de l'achat public, de la commande publique, qui représente quand même une somme relativement conséquente, et faire en sorte que ce soit aussi un levier de développement de nos startups pour que
pour les aider à atteindre une masse critique sur leur marché et qu'elles puissent se développer ensuite à l'international. Et donc pour ça, vous avez des procédures innovantes. Alors, ça nécessite que les acheteurs soient formés à ces procédures et qu'ils soient accompagnés. Mais je crois qu'on est en train de mettre les outils, les différentes briques. Pour l'exemple, la DGES a mis en place un programme d'accompagnement sur l'achat complexe. Et encore une fois, nous, on est chez Medtronic dans cette logique de Value-Based Healthcare Procurement où on intègre des startups dans des contrats pluriannuels qui vont durer 5 à 7 ans avec les établissements de santé. Donc ça permet d'avoir quand même un prévisionnel de revenus pour une start-up sur 7 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et puis derrière, d'aller chercher des références dans des centres d'excellence pour derrière se développer en France et à l'international. Dans les partenariats qu'on a avec certaines startups, on a des équipes communes. Pour l'exemple avec Maëla, depuis la collaboration, on a développé une équipe digitale en France composée de 7 personnes qui accompagnent à la fois la start-up sur un co-développement technique, mais aussi sur une commercialisation donc, à l'international. Et peut-être pour terminer, en revenant sur le plan French Tech 2030, c'est vrai qu'on a des pépites en France et en tant qu'industriel basé en France, on s'en rend compte et on utilise beaucoup de start-up ou de solutions numériques au sein de Medtronic qui ensuite s'étendent à l'international et on essaie de créer un laboratoire d'expérimentation pour valoriser cette expertise à la fois technologique et technique, voire clinique du territoire France. Et on pourrait associer à ces startups qui vont rentrer dans le plan 2030 un industriel body qui peut les aider notamment à s'internationaliser à l'étranger puisqu'on arrive très souvent derrière sur des tickets qui sont gagnants-gagnants à la fois pour la startup et l'industriel. Alors Juliette, peut-être sur l'aspect financement, levée de fonds d'abord et après sur l'achat. Il y a effectivement 2 sujets. Sur l'aspect levée de fonds, c'est vrai qu'on observe un marché aujourd'hui qui est plus compliqué que ce qu'il a pu être il y a quelques années, en particulier sur certaines verticales très précises où les entreprises qu'on rencontre, nous connaissons tous des difficultés de financement et des moments de la vie de l'entreprise aussi qui sont plus difficiles au sein de l'écosystème français, mais aussi de façon globale. Il y a une partie de la réponse qui est publique à nouveau. On a vu l'initiative Tibi qui a bien marché dans sa première version en permettant aux investisseurs institutionnels d'investir 6 milliards d'euros qui ont généré avec effet de levier 30 milliards d'euros au bénéfice des startups. Il y a une deuxième initiative Tibi qui a été annoncée par le président de la République qui se focalisera encore davantage sur la tech, la deep tech, et qui devrait être, je pense, prochainement, voir le jour prochainement. La Première ministre a également demandé au député Paul Midi de travailler sur le financement de l'innovation, des startups et des petites entreprises innovantes. Et la mission devrait rendre ses conclusions dans quelques temps et donnera des pistes pour renforcer encore cet écosystème. On parlait d'appel à projet, bon, évidemment, France 2030 déploie beaucoup de financement, principalement en subvention, mais également en fonds propres par le biais de fonds en étant LP de fonds d'investissement généralistes ou spécialisés pour investir dans les entreprises. Et puis au niveau européen, l'initiative Scale-up Europe qui avait été lancée sous présidence française de l'Union européenne et qui a vocation aussi, en réponse à ce manque identifié sur ce passage à l'échelle dont vous parliez, d'apporter des financements français ou européens pour même si voilà, on préfère toujours qu'il y ait des fonds plutôt que pas du tout, même s'ils sont étrangers, mais c'est un enjeu important de renforcer cet écosystème de financement sur ces stades-là de développement pour les entreprises du secteur de la santé. Et sur le sujet de l'achat public, c'est aussi un sujet sur lequel l'AIS souhaite travailler dans un esprit de complémentarité entre une politique de l'offre et une politique de la demande. On a beaucoup travaillé et on a cité tout à l'heure des améliorations réglementaires, notamment sur l'accès au marché, la rapidité de l'accès au marché. On a sans doute moins encore saisi le levier de la diffusion au sein du marché. C'est un sujet qu'on a vraiment en tête. En lien évidemment avec des acteurs importants et majeurs et structurants pour cet écosystème que sont les centrales d'achat, qui sont des partenaires pour nous importants pour réfléchir à ces modalités de diffusion rapide et mettre à disposition des acheteurs des innovations de façon large et simple.
dans le cadre évidemment de la commande publique qui est bien structurée et qui prend en compte maintenant les enjeux d'innovation. Et vous l'avez cité, il y a aussi un enjeu de formation un peu des deux côtés, d'acculturation des startups et des jeunes entreprises à l'acheteur public, à la communication avec ce type d'interlocuteur qui est pas forcément le plus simple d'accès, et d'acculturation côté acheteur public à l'achat innovant, avec une maturité qui est nécessaire, notamment pour les dispositifs d'achat complexes et qui est importante pour que la négociation se fasse de façon productive pour les deux parties. On voudrait aussi essayer de travailler, d'aider les établissements de santé à structurer des directions de l'innovation qui sont un bon point de contact pour les entreprises et pour les startups innovantes pour avoir accès à ces établissements. Quelques établissements sont déjà dotés, ça marche très bien, c'est un bon exemple qu'on souhaiterait essayer de promouvoir. Donc ça, c'est aussi une piste de travail pour faciliter finalement cet accès à l'innovation, cette diffusion rapide des innovations qui apportent vraiment une valeur ajoutée au système de santé, aux patients, aux soignants, pour le bénéfice de tous. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit peu plus sur ces travaux, sur le fait de structurer des directions de l'innovation dans les établissements? Parce que, donc, on sait que les gros, la PHP pour ne pas la citer notamment, est très bien dotée à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a 135 CHU en France, je ne suis pas certain qu'on ait 135 directions de l'innovation. Non, je crois qu'on en a peu. Une trentaine de CHU, pardon, et 135 GHT. Oh non, pour moi. Alors c'est des réflexions préliminaires. C'est très important pour nous d'être au contact du terrain, aussi bien auprès des entreprises que des établissements de santé et que l'ensemble des acteurs locaux. Mais on souhaiterait que l'exemple donné par les dispositifs qui fonctionnent et les structurations qui fonctionnent au sein des établissements qui l'ont mis en place puissent essaimer. Et donc on structure notre programme et nos actions pour essayer de pousser ça. On pense que c'est vraiment un passage essentiel pour que l'innovation soit vue comme quelque chose de stratégique au plus haut niveau de l'établissement, que ce soit concerté. L'innovation, c'est pas vraiment Eureka, c'est un processus de management social aussi, et qui nécessite donc d'être poussé au plus haut niveau, d'associer l'ensemble des parties prenantes, des acteurs. Donc c'est à la fois une porte d'entrée vers l'extérieur et en interne une modalité de diffusion et d'appropriation qui est essentielle. Oui, je voudrais juste rebondir sur les directions de l'innovation, notamment dans les CHU, vues par un industriel. Et c'est vrai que les établissements qui sont aujourd'hui dotés d'une direction de l'innovation, on le voit quand on est un industriel, ça va vraiment faciliter donc, le déploiement de nos projets d'innovation, que ce soit dans l'achat, dans la compréhension ou dans l'intégration dans un projet plus global, mais surtout dans la diffusion, notamment dans l'organisation et dans les pratiques soignantes. Et le deuxième point, quand on répond notamment à des gros appels à projets européens type Horizon, AHI, avoir une direction de l'innovation en face va vraiment faciliter puisqu'elle va être la courroie d'organisation et puis de transmission d'informations entre la DRCI, la direction santé numérique de l'établissement, les chirurgiens. Donc ça permet d'aller vite et de garantir derrière le succès en fait, de tel projet. Laurent, un commentaire peut-être sur cette discussion sur la place des directions de l'innovation dans les établissements de santé? Je crois qu'il y a un parallèle intéressant au niveau de Medtronic, par exemple. Nous, on l'a vu, nos premiers développements, en fait, nos premiers contrats commerciaux, c'était à travers des groupes pharmaceutiques, à travers leur direction de l'innovation. Parce que c'est des gens, en fait, qui sont bien structurés là-dessus, sur le fait qu'ils vont analyser une innovation par rapport à ce qu'elle peut amener sur un système de santé, par rapport à un parcours de soins, et on transfère cette approche-là aussi sur les systèmes de soins est vraiment intéressant, et je crois que ça va accélérer les choses et ça va faire partie de cet accélérateur dont on parlait tout à l'heure et dont on a besoin pour faire rentrer ces innovations dans le quotidien du patient et des professionnels de santé. Bien sûr, et l'innovation n'est plus perçue comme une dépense, mais vraiment comme un investissement, et ils réfléchissent à retour sur investissement sur plusieurs années à l'échelle d'un parcours de soins. Donc ça facilite la création aussi de nouveaux modèles économiques et donc l'accès des établissements de santé à cette innovation. Peut-être pour ajouter aussi, en rebondissant sur ce que Antoine Tenière disait tout à l'heure, c'est aussi des structures qui permettent d'identifier le besoin, enfin de faire remonter le besoin du terrain. Et une innovation pour se déployer, être pertinente et ensuite être utilisée,
elle a besoin de partir d'un besoin identifié et d'y répondre évidemment. Et donc je pense que c'est des dispositifs qui permettent dans les deux sens, voilà, d'analyser les besoins, de les faire remonter et ensuite d'accueillir la façon d'y répondre et d'accompagner son adoption. En fait, la direction de l'innovation, ça serait donc l'interface à la fois entre les besoins du terrain et les produits, les innovations qui viennent de l'extérieur. Antoine, vous me dites oui, c'est ça? Oui, exactement. Donc elle anime son propre écosystème, hein, interne, externe. Après, il y a des modèles d'organisation qui sont propres à l'historique des établissements, aux personnes, au fonctionnement des territoires. Si on prend le centre WIN à Brest, qui est un tiers-lieu d'innovation, ou si on le compare à In-Situ, imaginons au CHU de Lille, voilà, les deux ont une structure, une organisation différente, mais les objectifs, par contre, sont similaires. Et encore une fois, ça va être vraiment une aide, je pense, pour l'ensemble de l'écosystème, start-up, industriel, institutions publiques également, pour booster l'innovation dans le quotidien des organisations de soins et pour s'assurer que ça arrive très vite au chevet des patients. Alors, on a fait une assez longue parenthèse très intéressante. Je voulais revenir un petit peu en arrière. Laurent, on ne vous a pas entendu sur le sujet financement et achat public. Si, financement, j'en ai parlé au niveau des fonds dilutifs, au niveau de l'investissement. Au niveau appel d'offres public, si, tout à fait. Mais Juliette en avait bien parlé de toutes ces offres qui sont mises à disposition aujourd'hui et qui évoluent et qui se structurent bien. On a aujourd'hui, je crois, une bonne panoplie, que ce soit au niveau des aides régionales, nationales, européennes. On a une panoplie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont également complémentaires, c'est-à-dire qu'elles abordent des sujets différents, parfois pour supportant l'innovation en tant que telle, parfois pour son intégration dans des systèmes de santé, dans des parcours de santé. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a l'offre est là. Mon point était au niveau des appels à projets, des appels d'offres, mon point était plus sur les fonds dilutifs, hein, vraiment sur l'investissement pour supporter et aider les startups quand elles rentrent dans une phase industrielle et commerciale lourde qui va leur demander vraiment des moyens assez importants en financement, en fonds dilutifs, où là je crois qu'il y a des améliorations à faire dans le système français qui est très bien orienté, très bien axé sur les phases d'amorçage, mais moins sur les phases de croissance. Merci Laurent. Alors, avant de passer aux questions de la salle, et je vous invite à faire signe à mes collègues si vous en avez, et pareil, vous pouvez en poser en ligne. J'aimerais qu'on aborde une toute dernière question dont je vous en parlais déjà tout à l'heure tous les trois. C'est, on voit bien que donc on a un bon soutien aux startups depuis l'idée jusqu'à la R&D et après, et que ça coince au niveau du passage à l'échelle. Je vais faire une petite énumération, vous me la pardonnez. Donc on a le French Tech Health 20, on a le French Tech Next 40-120, on a maintenant le French Tech 2030, on a une agence de l'innovation en santé, on a des guichets innovation à la HAS, des guichets innovation à la NSM, on a la French Car, on a BPI France, on a Business France. Bon, j'en oublie certainement. Mon point, c'est l'État en fait beaucoup. À quel moment il faut que l'État arrête d'en faire et que ça soit aux entreprises de, passer mon expression, se débrouiller. Je vous laisse face à ça. Juliette, peut-être. Je pense que c'est un secteur. Alors, les initiatives French Tech, Business France, enfin, que vous avez citées, vont au-delà du secteur de la santé. Il y a une dimension spécifique au secteur de la santé, quand même, qui est le niveau nécessaire et légitime de réglementation pour protéger le patient, pour garantir que les innovations sont sûres, efficaces, etc. Et le fait que l'État, que la sécurité sociale est souvent payeuse sur un certain nombre de dispositifs. Et donc, il y a, très humblement, il est normal qu'en regard de ces contraintes, donc encore une fois, certaines sont nécessaires et d'autres probablement pourraient être simplifiées. Et c'est tout un travail collectif de continuer d'identifier les pistes de simplification, même si on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Et il est normal qu'on continue côté État à remettre en analyse et réinterroger nos process et essayer de faire en sorte
que le chemin soit le meilleur possible entre l'innovation et le système de santé, patients et professionnels de santé. Et donc, je pense qu'il y a toujours, voilà, on a progressé sur un certain nombre de points, mais il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Et l'agence est là aussi pour écouter ces retours du terrain et tirer des leçons générales des cas particuliers qu'on rencontre pour continuer de progresser sur cette voie de simplicité, de rapidité, de sûreté au bénéfice du système de santé. Laurent. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. L'État ne doit pas être omniprésent. C'est aussi à la société, à la start-up de trouver son marché, de s'y développer. Mais pour qu'elle puisse se développer durablement et confortablement, en ayant un retour sur investissement, puisque la santé coûte très cher, pour moi, il faut deux choses. Enfin, la première qui me rassure énormément, c'est que tous les problèmes qu'on a énoncés, les points bloquants qu'on a commentés ce matin, ce que j'entends de l'AIS, de la CNAM ou d'autres acteurs, il y a une prise de conscience réelle de ces freins avec des solutions qui sont en train d'être développées, et ça, c'est extrêmement rassurant. Par contre, pour permettre à une start-up de se développer durablement quand elle passe en phase commerciale et industrielle, ce qui est vraiment important, c'est que l'environnement réglementaire, l'environnement en termes des systèmes de remboursement, etc., de ces procédures, reste stable et pérenne. Il ne faut pas que ça change, je ne vais pas dire tous les jours, mais il ne faut pas que ça change régulièrement, parce que ça, c'est extrêmement impactant et ça freine complètement, et ça fait même un retour en arrière, de quelques pas en arrière, dans la croissance et dans le développement de la société. Donc, s'il y a un message pour moi à faire passer dans le cadre de cette question que vous posiez, pour moi, c'est un des points essentiels. Antoine, un rebond sur cette question. Ouais, alors, je pense que les briques, les fondations, elles sont là. Après, ça va être ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il y ait une cohérence globale et une bonne animation, notamment des dispositifs, pour que ça reste lisible pour les entreprises qui souhaiteraient notamment s'implanter sur le territoire France. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une logique de concurrence internationale. On a des systèmes d'aide dans d'autres pays qui parfois sont plus simples. On a entendu parler de la DARPA, par exemple, aux États-Unis. En France ou au niveau européen, on a répondu récemment à une procédure, j'ai plus le terme en français, mais c'est l'EPCI. C'était complexe, le PIEC. Ça nous a pris 1 an de travail réunissant des opérateurs publics, privés, des startups, etc. Ça n'a pas abouti. Il y a quand même une relative frustration, déception et puis parfois une peur de se relancer dans une nouvelle procédure. Donc il faut s'assurer de simplifier le dispositif, que ce soit lisible et d'être ouvert sur l'extérieur et de comparer notamment ces dispositifs par rapport à ce qui est proposé dans d'autres pays pour s'assurer que la France puisse accueillir des grands groupes qui sont intéressés pour développer un laboratoire d'innovation d'envergure européenne et ou internationale. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Simon, est-ce que quelqu'un peut donner son micro à Simon? Merci. Oui, monsieur au premier rang. Bonjour, donc Jean-François Gauguin, à la fois représentant IMSS et puis chargé d'innovation pour la SDR. Alors moi j'ai une question pour savoir s'il y a un accompagnement plus juridique cette fois-ci de ces qui peut aller vers les startups mais aussi vers les établissements qui vont produire des innovations et qui ne voudraient pas parfois s'en faire déposséder, pour être clair, sachant aussi qu'il y a des innovations qui vont être produites grâce à des banques de données, produites parfois aussi par des établissements qui peuvent avoir des mines d'or qui sont cachées chez eux, et il pourrait y avoir des opérateurs qui, nonobstant des partenariats mal maîtrisés, produisent des algos de machine learning ou autres qui arrivent à sortir des trucs extraordinaires et que finalement tout le carburant nécessaire au départ pour produire l'innovation soit rapidement oublié. Voilà, donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose en ce sens. Et puis deuxième question, quid du portail Genius? Est-ce que vous avez déjà un retour sur l'utilisation de ce portail qui est très intéressant pour les startups? Ça donne un premier niveau de guichet unique, j'ai envie de dire, qui répond peut-être à l'interrogation qui était portée de dire où se trouve le point d'entrée dans tout ce foisonnement d'idées et de dispositifs. Merci. Alors, Juliette, sur la première question.
Sur ce sujet de la valorisation, notamment la valorisation de données, c'est un sujet extrêmement important qu'on a bien en tête, de façon déjà même assez systémique. On a quelqu'un au sein de l'agence sur les aspects valorisation qui est spécialiste de ces questions-là et de transfert de technologie, donc qui va nous aider à structurer la réflexion et les pistes des travaux. Et sur le sujet des données, évidemment en lien avec les acteurs Elsa Période et DNS et ANS pleinement concernés par le sujet. Donc évidemment, c'est un objet sur lequel on travaille, des réflexions qui sont importantes pour nous. Et sur le deuxième sujet, Genius, oui, qui est une source d'inspiration pour nous, pour aussi réussir à mettre à disposition de façon encore plus large ce genre d'informations de façon pratique et accessible pour les startups et les entreprises. Donc c'est aussi dans notre feuille de route, notre projet de feuille de route, qui n'est pas encore de feuille de route officielle, mais de réussir à diffuser l'information auprès des startups de façon simple, accessible, rapide, au moins pour apprendre le niveau exactement comme vous le décrivez. Alors il me semble qu'on a une autre question. Je vais vous demander, monsieur, d'être concis puisque l'heure tourne. Je vais être très concis. Emmanuel Pavageau, je suis un évaluateur à la Commission européenne. Je vous donne une information sur les budgets disponibles. La Commission européenne a lancé un projet expérimental il y a 2 ans pendant la Covid-19, qui est maintenant tout à fait officiel et pérenne. EIC Accélérateur, 15 millions d'investissements en fonds déductifs par la Banque européenne d'investissement. Une société comme la vôtre, monsieur, et c'est également électronique, ayant des capacités aussi de fabrication en Europe, on va être favorisé pour présenter votre candidature à ce type de dossier. C'est des dossiers un peu difficiles. La France a fait beaucoup d'efforts depuis 3 ans et en ce moment devient un des bons élèves de l'Europe au niveau de ces financements européens. Tout à fait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Vous avez noté, je disais que justement ça se structurait bien, qu'il y avait des fonds qui étaient disponibles. Et c'est pour ça que ça va dans le bon sens, les initiatives vont dans le bon sens. Alors pour conclure, à moins qu'on ait une ultime question vraiment très courte, on n'en a pas, c'est génial. On va conclure. Je vais vous demander à chacune de regarder tous les sujets qu'on a balayés là et de choisir d'en résoudre un seul de manière magique. Vous avez une baguette magique. Vous pouvez résoudre un seul sujet. Lequel et comment vous y prenez peut-être Antoine pour commencer. C'est compliqué, mais par le biais, je vais prendre le sujet du scale-up qui pour moi est vraiment important puisque les startups françaises, elles ont vraiment leur singularité au niveau européen et international. Je pense qu'elles ont passé une première phase de développement. Il faut les aider sur cette dernière et essayons ensemble de résoudre donc, la phase du scale-up par l'animation d'un écosystème et non pas une vision, on va dire, verticalisée, comme on évoquait, en liant vraiment un industriel à une ou plusieurs startups qui font sens, bien sûr, par rapport à sa stratégie, ses aires thérapeutiques, pour vraiment les responsabiliser sur aussi le développement de la filière stratégique nationale et territoriale. Juliette. Peut-être avec une baguette magique, on pourrait revenir sur le sujet de la structuration de direction d'innovation au sein des établissements de santé, parce que forcément c'est potentiellement assez difficile à mettre en place aussi. Les établissements de santé sont parfois dans une situation où le temps leur manque, souvent dans une situation où le temps leur manque pour structurer ce genre de pôle aussi, donc c'est un travail sur lequel on voudrait les aider. Avec la baguette magique, c'est sûr, ça simplifierait la mise en place. J'ai pas de baguette magique, je pose des questions, moi, c'est tout. Laurent ? Si on reste dans cette approche baguette magique, et pour reprendre le thème du scale-up qui nous échappe a priori, moi je dirais une harmonisation des systèmes de santé en Europe et des systèmes de remboursement en Europe pour justement arriver à avoir un réel marché unique comme ils l'ont aux États-Unis mais qu'on n'a pas en Europe. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous d'être venus ou de nous avoir suivis en ligne. Il est 11h46, c'est génial. Un grand merci à toute l'équipe de l'APM pour l'organisation, à Vassine Azirar qui est là-bas en régie,
qui a fait un boulot invisible mais très conséquent pour cette organisation. Et merci à vous de nous lire, restez connectés. Et si vous êtes ici à Paris, cocktail dans la salle à côté jusqu'à 13h. Merci.